Bienvenue dans Frame, le podcast qui explore les vies multiples. Ici, on tend le micro à des chefs d'entreprise, des créateurs et des personnalités publiques afin qu'ils nous partagent leur histoire. Leur point commun, une double vie, où passion et projets professionnels se mêlent. Frame est là pour mettre en avant leur histoire hors du commun. Préparez-vous à découvrir des parcours inspirants, parfois atypiques, toujours passionnants. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Frame, le podcast où on explore la double vie des entrepreneurs, créateurs de contenu et personnalités publiques. Et aujourd'hui, on accueille un de mes vieux amis de promo de MMI, effectivement. Ludovic. Bonjour Ludovic. Hello Kylian, super content d'être ici et de pouvoir échanger à nouveau. Ça faisait un sacré moment qu'on ne s'était pas vu, donc toujours un plaisir de te voir et de se raconter nos anecdotes respectives, c'est toujours sympa. Bah écoute, plaisir partagé. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les gens qui ne te connaissent pas ? Bien sûr, Ludovic, 24 ans à l'heure actuelle, entrepreneur depuis, ça fait 6 ans et 5 ans avec une société. J'ai une boîte dans le domaine du marketing digital. On échange ensemble notamment parce que je fais aussi de la création de contenu pour ma boîte. Je pense que c'est un des sujets sur lesquels on va échanger. Je suis mis assez récemment. Et de manière générale, je fais du marketing digital et de la formation professionnelle. Donc, c'est un peu mes deux dadas du moment, on va dire. Eh bien, écoute, c'est parfait. Comme ça, je pense qu'ils ont bien une idée claire de qui tu es. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours ? Mon parcours, ça a commencé, je dirais, aux alentours de 16-17 ans. De base, moi, je suis une personne qui aime beaucoup le domaine de la musique. Et le problème, c'est que ceux qui nous écoutent et qui font de la musique le savent. Et toi-même, étant donné que tu es musicien, tu es bien placé pour le savoir. Le matériel de musique, ça coûte extrêmement cher. Et malheureusement, je n'avais pas les parents en capacité de me payer du matériel de musique hors de prix. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à la partie entrepreneuriat et notamment à ce qui était à l'époque la mode, c'était le dropshipping. Donc, j'ai commencé justement par ça au tout début, déclaré d'une manière, voilà, on passera pas trop de temps sur l'histoire. Donc tout ça, ça m'a beaucoup plu. Dès que j'ai eu mes 18 ans, le jour de mes 18 ans, le 3 septembre, j'ai pu aller à la chambre de commerce et créer ma première auto-entreprise. J'avais qu'une seule hâte, c'était d'avoir 18 ans pour pouvoir créer mon auto-entreprise et pouvoir commencer à facturer, à être entre guillemets un vrai entrepreneur. En parallèle de ça, j'ai commencé des études dans lesquelles on s'est rencontrés, donc le DUT métier du multimédia et de l'internet, qui maintenant est devenu le BUT. Justement en 3 ans. J'ai fait 1 an là-bas. En parallèle, j'avais mon auto-entreprise sur lequel je faisais toujours de l'e-commerce, de la prestation de services, notamment dans le domaine de la formation. Donc c'était un petit peu le parcours là-dessus. Ensuite, j'ai été amené à créer ma société parce que je me suis dit l'auto-entreprise c'est sympa, mais je suis un grand fan de matériel, je suis un grand fan de dépenses en tout genre, on va dire, sur la société. Clairement, je suis un techos. Donc quand on va acheter des Macs, des ordinateurs, des caméras, tout ça, forcément ça a un certain coût et c'est beaucoup plus simple de le passer sur une société que sur une auto-entreprise. Donc c'était aussi l'une de mes envies de passage là-dessus. Et du coup, depuis, j'ai pas mal progressé là-dessus. Au début, j'étais tout seul. Maintenant, on est 5 sur I Want Lead. Sur LCA Digital, ma seconde activité lancée un peu plus récemment, on n'est que 2 pour le moment dessus. Et on va faire grandir l'équipe à travers le temps. Donc voilà un peu d'un point de vue parcours. Alors, qu'est-ce que tu fais chez LCA Digital ? Qu'est-ce qu'on fait chez LCA Digital ? C'est un organisme de formation spécialisé sur la partie formation dans les métiers du digital, comme on pourrait le deviner assez facilement. Pour le moment, on a des formations sur la partie marketing et commercial. C'est des formations qui n'ont pas pour but en fait que tu deviennes un expert du marketing digital, mais qui ont pour but que tu puisses l'appliquer à ton activité. Okay. C'est-à-dire qu'on va te donner en fait tous les éléments qui te permettent d'avoir des raccourcis pour faire en sorte de le déployer sur ton activité. Donc nous, par exemple, on a accompagné des conseillers dans le domaine de la finance. Notre but, c'est pas de te transformer en marketeur, c'est de te dire concrètement, les clients, ils sont ici. La meilleure manière d'aller les chercher, c'est de faire cela. Et ensuite, on lui donne du contenu théorique plus pratique, évidemment, en l'aidant et en le conseillant sur le sujet pour l'aider à déployer ces parties-là dans son activité. Donc pour le moment, on le fait sur la partie marketing et sur la partie vente et on a prévu d'aller chercher d'autres domaines en 2025, notamment sur toute la partie formation et IA notamment, parce que c'est un vrai sujet en 2025. Un sujet de développement. Donc on est en train aussi de se positionner là-dessus et on forme du coup aussi bien des particuliers que des entreprises, étant donné qu'on a les différentes accréditations nécessaires, aussi bien CPF, on travaille avec des OPCO, on a vraiment pas mal de possibilités là-dessus. Donc voilà un peu le parcours. C'est parfait, très complet du coup. Je te remercie. Si tu devais donner 3 valeurs pour te présenter, ce seraient lesquelles ? 3 valeurs pour me présenter. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas encore regardé de podcast de ta part avant. Donc je sais pas exactement quelles sont les questions. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul épisode qui est sorti, donc. Et je me suis dit en plus que c'était une bonne manière. Ça me permettrait de pouvoir être un peu plus en improvisation sur le sujet. 3 valeurs.
Je dirais déjà dans un premier temps la curiosité. Clairement, c'est mon driver et c'est ce qui me fait tourner. J'adore comprendre tout et n'importe quoi du moment que ça m'intéresse un petit peu à la base. Moi, ce que j'adore, c'est ça. La passion, parce que c'est mon driver principal. Si je fais de l'entrepreneuriat et si je fais tout ce que je fais, et Dieu sait que c'est difficile, c'est clair. c'est clairement par passion, parce que ça m'amuse, parce que je prends du plaisir. Et autrement, une troisième valeur... plus compliqué à trouver celle-ci pour le coup. Troisième valeur, je sais pas. Alors ça va peut-être paraître très bateau aux yeux de l'audience, mais je dirais la bienveillance, parce que je pense que quand on fait en sorte de faire les choses avec bienveillance dans la vie et qu'on essaie d'aider les gens et que de manière générale on essaie d'être une plutôt bonne personne, alors je suis pas l'abbé Pierre non plus évidemment, mais on essaie au global d'être une plutôt bonne personne, je pense qu'il peut nous arriver que de belles choses et que dans le futur ça finit toujours par fonctionner. Ouais, et puis la vie te le rend aussi. Ouais, c'est exactement ça. Faut pas le faire avec une intention que la vie te le rende tout de suite. Tu fais pas pour qu'on te le rende, mais par contre, en fait, tu sais pas sous quelle forme, tu sais pas à quel moment, mais il y aura forcément un moment où ça te reviendra, et peut-être pas la manière dont tu l'avais attendu, peut-être que tu vas aider des jeunes entrepreneurs et qu'en fait, au final, c'est sur un sujet personnel que la vie ou des personnes de manière générale pourront te le rendre. Mais vraiment, je crois fortement en ça, du fait d'essayer d'être le plus bienveillant possible et de faire du mieux que tu peux. Je crois que c'est le BNI, tu sais, le réseau d'entrepreneurs qui dit qui donne reçoit. Okay. Et au final, c'est une belle mentalité. Je suis d'accord. Parce que du coup, c'est vrai que tu donnes sans forcément avoir la prétention de recevoir non plus. Exactement. Tu le donnes parce que ça te fait plaisir, mais par contre, la vie te le rendra derrière. Que dans pas mal de BNI, il y en a beaucoup qui donnent en attendant de recevoir. Oui, mais après, ça, certaines personnes. Partout, mais, oui. partout ça c'est partout. Pourquoi le marketing digital ? Pourquoi le marketing digital ? Ça, c'est une excellente idée. Parce que tu es aussi un passionné de vidéo, comme tu es un tech host, tu as fait du dropshipping. Je suis un passionné d'audiovisuel. Pourquoi le marketing digital ? Alors, je vais le dire de manière, entre guillemets, très crue, parce que c'est pour moi le moyen de gagner de l'argent le plus simple. Pour moi, c'est plus simple de gagner de l'argent en maîtrisant la compétence du marketing digital qu'en maîtrisant des compétences audiovisuelles. Enfin, de tous les exemples que j'ai autour de moi, c'est ce que j'ai vu systématiquement. Et pour moi, l'argent, c'est un moyen absolument merveilleux pour faire tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que pour moi, de l'argent, c'est en fait des ressources, et de l'argent, ça permet de payer des personnes avec de l'expérience, ça permet de payer du matériel, ça permet de payer de l'expérience, ça permet de faire beaucoup de choses, et je pense que c'est ça qui a fait que j'étais majoritairement là-dessus. Parce que pour la petite anecdote de base, je voulais faire des études autour de l'audiovisuel, commencer notamment en tant qu'ingénieur du son. J'ai discuté avec certaines personnes, j'ai vu la précarité qu'il y avait dans ce métier-là, et je sais que l'argent permet de faire beaucoup de choses, et permet de créer des projets, permet d'embaucher des gens, permet tout ça. Et je me suis dit que c'était un moyen plus simple pour atteindre mes objectifs et ce que j'ai envie de faire dans la vie. Mais je crois que c'est Anthony Bourbon, qui va être mon associé. Ouais. À chaque fois qu'on lui dit l'argent fait pas le bonheur, il fait mais c'est faux en fait. C'est faux. En fait, il fait pas le bonheur, mais il y contribue vraiment. En fait, il contribue à pouvoir le réinvestir dans plein d'autres trucs. En fait, c'est pas une condition suffisante pour être heureux, mais quand on en manque, souvent ça peut être un peu compliqué côté bonheur, parce que ça permet vraiment d'avoir une tranquillité d'esprit. Si on prend l'exemple d'une société avec beaucoup de trésorerie d'avance, etc., une bonne rémunération, il y a plein de questions qu'on n'a pas à se poser, et on se dit pas comment je vais payer les salaires le mois prochain, etc. Et pour autant, c'est vraiment quelque chose de très important là-dessus. Puis, mine de rien, quand tu es une boîte, peu importe ce qu'on dit, même si tu fais les choses avec plaisir, ton objectif principal, c'est de faire de l'argent. Ouais. Donc oui, pour le réinvestir derrière ou pour pas se poser certaines questions, au final, oui. C'est exactement ça. Moi, ce que je m'achète avec l'entreprise, c'est des possibilités. C'est des possibilités avec des collaborateurs qui ont des compétences que je n'ai pas pour pouvoir créer de nouveaux projets. Ne pas te mettre de limites. C'est exactement ça. C'est vraiment, pour moi, c'est un moyen de réaliser des choses, et je le fais parce que ça m'amuse. Le jour où ça m'amusera plus de pouvoir créer des projets, de pouvoir faire tout ça malgré la pression, etc., c'est pas exclu que je cherche à passer à autre chose, je pense. De toute façon, tu as vraiment cet état d'esprit entrepreneur. Ouais. Et on en parlait avant quand on est allé manger ensemble, mais t'as cet état d'esprit de toute façon, si ça marche pas, tu t'en fous, tu recréeras forcément quelque chose derrière. C'est exactement ça. De toute manière, la vie est faite de plein d'échecs. Si on regarde des entrepreneurs qui sont vraiment inspirants, je parle pas à des personnes qui passent leur temps à faire des vidéos YouTube et de passer à la télé, évidemment, mais des personnes qui ont vraiment eu un beau parcours, qui ont eu un impact sur une économie, etc. C'est souvent des personnes qui ont 45, 50, 60 ans, qui ont vu beaucoup de choses passer, qui ont pris le temps de construire les choses, et les choses prennent du temps à être construites. Exactement. Et pour le coup, c'est des personnes qui ont eu pas mal d'échecs, et forcément, ça prend du temps. C'est pour ça que j'ai vraiment cette croyance. De toute façon, dans le premier épisode que j'ai partagé là, il y a pas longtemps, Romain, il disait sur ces 3 dates clés qu'au final, celle qui retient le plus, c'était un de ses échecs, un de ses points négatifs en tout cas de son parcours.
Et parce que ça l'a fait grandir et que il a dû se bouger le cul en fait, mettre les bottes du chef d'entreprise, etc. Et que au final le parcours d'entrepreneur semé d'embûches, c'est jamais une ligne droite, c'est toujours les montagnes russes, mais les points négatifs te font grandir aussi. Il faut pas les prendre comme des points négatifs non plus, il faut les prendre pour de l'apprentissage, quoi. Puis en fait, pour le coup, quand tu es entrepreneur, il n'y a pas forcément de raccourci possible. Non, c'est ça. Même des personnes qu'on voit qui ont fait de grosses sociétés très rapidement, etc. En fait, il y a des choses qui prennent du temps à être construites. Et si on va plus vite, en fait, il va nous manquer des étapes. En fait, on aura loupé des étapes. Donc forcément, ça prend du temps. Ça prend des échecs aussi pour apprendre. Moi-même, j'en ai eu vraiment beaucoup sur la société, que ce soit sur la partie finance, sur des recrutements qui ne sont pas forcément passés comme je le souhaitais, des nouveaux positionnements qui n'ont pas forcément été bons, des collaborations qui n'ont pas forcément été les bonnes, mais ça fait partie du chemin et pour le coup, c'est une étape indispensable. Puis c'est ce que je dis aussi à certains de mes élèves, c'est que tu ne peux pas attendre ou prétendre avoir la carrière de quelqu'un qui a 40 ans de carrière alors que tu viens de te lancer. C'est exactement tu vas forcément devoir faire tes preuves et passer par... On peut aller un peu plus vite que cette personne qui a eu 40 ans de carrière. Peut-être qu'on peut avoir ce qu'il a eu en 40 ans, en 15 ans. Il y a des technologies qui nous permettent d'aller plus vite aussi. Exactement. Mais par contre, espérer obtenir ce qu'il a eu en 40 ans, en 4 ans, c'est pas raisonnable. Oui, c'est ça. Mais du coup, comment tu as développé ces différents projets ? Du coup, que ce soit I Want Lead ou LCA Digital, comment tu t'es développé un petit peu ? Jusqu'à présent, je vais te dire que je me suis toujours laissé un peu porter. C'est des opportunités, des rencontres qui ont fait que j'ai été à ce moment-là. Je prends l'exemple, parce que sur I Want Lead, on a 2 secteurs un peu historiques sur lesquels on est positionné et qui sont aussi devenus à travers le temps des passions. Le secteur de la finance, donc notamment la gestion de patrimoine, ainsi que le secteur de la formation professionnelle. La formation professionnelle, c'était une personne dans ma belle famille qui avait un organisme de formation. J'ai commencé à m'intéresser, toujours avec la curiosité qui me caractérise, j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'il faisait. Je me suis dit, mais ça a l'air incroyable, il y a plein de choses à faire. On était aussi à l'essor de différents dispositifs de financement, donc ça m'a beaucoup plu. Pareil, j'ai accompagné aussi une personne sur la partie marketing. Elle avait une personne qui était à la recherche de conseils et de prestations sur la partie marketing digital. Cette personne était dans la finance. J'ai lancé à ce moment-là. Et en fait, I Want Lead et LCA Digital, ça a été la même chose. LCA Digital, ça a été la rencontre avec mon associé, où je l'ai rencontré dans une précédente entreprise où j'étais prestataire. On fonctionnait très très bien ensemble, lui avec un profil plutôt commercial, personne très posée. Moi à l'époque, j'étais vraiment pas très posé en termes d'état d'esprit, de caractère, etc. Je pouvais partir dans tous les sens. C'est exactement ça, j'étais vif avec les côtés positifs évidemment, parce que ça permet de saisir des opportunités, mais aussi les côtés négatifs, parce que quand on dirige une société, on peut pas se permettre d'avoir le comportement d'un enfant, entre guillemets. Donc ça a été, responsabilités. C'est exactement ça, et au plus la société va grandir, là typiquement on en discutait tout à l'heure ensemble, mais maintenant c'est des salaires à payer, c'est des locaux à payer, des prêts sur lesquels on est caution personnelle. Enfin, plus on se développe à travers le temps, plus on commence à jouer à un jeu qui est quand même relativement sérieux. Ouais, c'est clair. Et du coup, moi j'ai souvenir, et je pense que c'est un petit lien avec LCA Digital, exactement. Avec LCA Digital. J'ai toujours souvenir de toi en MMI qui disait un jour tu fonderas une école. Ouais. Parce que pour la petite anecdote, quand j'étais en MMI, ça m'intéressait pas spécialement. En fait, dans l'idée, les études m'intéressaient. Par contre, la manière dont c'était délivré, moi, je préfère le système self-service où en fait, il y a des personnes qui sont spécialistes. C'est pour ça notamment que j'ai beaucoup passé de temps sur YouTube et dans les formations. C'est je viens et je sers, je prends ce qui m'intéresse. Le problème, c'est qu'MMI, en fait, c'est pas on prend ce qui nous intéresse, c'est on prend toute la carte et on mange chacun des plats, parce que si on finit pas chacun des plats, on risque d'avoir quelques problèmes. Et je me suis dit, face à ça, en fait, il faudrait qu'il y ait une école qui ait un fonctionnement totalement différent de ça, qui part du principe où en fait les élèves ne sont pas contraints d'être là pour aller chercher un métier, etc., mais qui ont juste une envie de progresser, qui ont besoin d'avoir un écosystème avec des professeurs qui ont des connaissances, avec par exemple s'ils ont besoin des ressources sur la partie entrepreneuriat, etc. Et moi c'était vraiment mon idée de base, c'était je veux créer une école, parce que c'était vraiment une réaction de rejet vis-à-vis du système éducatif. Je me disais c'est n'importe quoi, ça fonctionne pas. Puis après avec le temps j'ai grandi, j'ai compris que c'est exactement ça, je me suis assagi. J'ai compris que ça répondait à des besoins, que les entreprises avaient besoin de profils sur lesquels, si par exemple prenons l'exemple du BUT MMI, une personne qui sort du BUT MMI, en fait, il n'y a pas tellement de surprise sur ce que sait faire la personne, ce que ne sait pas faire la personne. C'est standardisé, mais c'est standardisé et c'est plutôt positif pour les entreprises parce que ça leur permet de savoir, entre guillemets, ce qu'elles achètent, au-delà du CV, etc. Ça leur permet de savoir ce qu'elles achètent. Donc, j'ai pris aussi un peu de recul à travers le temps là-dessus. Mais je pense que la création de l'organisme de formation est quand même un peu à l'origine de cette idée, on va dire.
Bah ouais, c'est ce que je pensais du coup, parce que du coup tu t'es développé dans la formation aussi. Exactement. Et fallait que je te pose cette question parce que ouais, j'avais toujours ce souvenir de un jour je fonderai une école. Ouais, Et t'étais persuadé qu'un jour tu fonderais une école. J'étais persuadé qu'un jour je fonderais une Mais école. au final, ça a un lien quand même. C'est exactement ça, c'est un lien quand même. J'ai essayé de faire quelque chose qui me plaise, qui me parle. Je me suis dit, il y a plein de formations en ligne, etc. On se retrouve avec des groupes sur lesquels on est 40. Nous, on a fait des choix d'avoir justement un accompagnement qui soit beaucoup plus proche, une manière différente de communiquer, une manière différente d'accompagner les personnes. C'est juste, j'ai essayé de faire quelque chose qui soit à l'image de ce que j'aurais envie de suivre si j'avais été un professionnel et que je souhaitais juste développer à part une compétence marketing. C'est beau. C'est beau. Est-ce que tu peux me donner 3 dates importantes dans ton parcours ? Pas une date précise, hein, juste une année, ça me va aussi. 3 dates importantes. Déjà clairement en 2018. 3 septembre 2018, quand j'ai pu aller créer ma société, enfin pas ma société, c'était mon auto-entreprise à l'époque. Ça a été une renaissance pour moi. Enfin, depuis mes 16 ans, je regardais. Alors, à l'époque, il était beaucoup moins connu et beaucoup moins, entre guillemets, un peu sujet à polémique que maintenant. C'était Oussama Ammar avec The Family. Où pour le coup, moi, c'était à l'époque mon gourou. Il donnait énormément de conférences à destination de l'écosystème startup. Je me suis biberonné à ça à l'âge de mes 17 ans. C'était mon rêve absolu. Vraiment, si j'avais un objectif à ce moment-là dans ma vie, c'était d'avoir 18 ans pour pouvoir créer mon auto-entreprise et vraiment pouvoir faire, entre guillemets, ce que je voulais. Je me disais que vraiment ça allait ouvrir l'univers des possibles. Donc je te dirais déjà cette première date là. Ensuite je pense que ce serait fin 2021 si je te dis pas de bêtises, au moment où j'ai créé I Want Lead. Du coup j'ai clôturé mon auto-entreprise pour pouvoir ouvrir ma société à ce moment-là, avec l'envie vraiment ça a pris du temps au final, mais vraiment l'envie de pouvoir faire plus gros, d'avoir des collaborateurs, d'avoir des bureaux, en fait je voulais juste avoir des moyens, parce que je me suis dit c'est sympa, par exemple si je voulais faire une vidéo pub pour un client, je me déplace chez lui, je prends ma caméra, une lumière, mais globalement il n'y a personne avec moi, je ne peux pas trop louer de matériel parce que je n'avais pas trop les moyens dessus, puis que étant donné qu'on est en auto-entreprise, je vais y arriver, on ne pouvait pas déduire les charges dessus. Donc ça a été vraiment une date très importante pour moi à ce moment-là. Puis une autre date, alors celle-là pour le coup, elle sera beaucoup plus personnelle. D'un côté, j'hésite à la dire, de l'autre, je pense que c'est celle qui m'a aussi le plus construit. Je pense que je vais la dire, c'était en 2022. En novembre 2022, j'ai perdu mon papa. Et ce genre d'expérience, ça te transforme à tout jamais. Parce que quand tu perds une personne, tu vois, qui est dans la 40, cinquantaine, où tu te dis, globalement, il lui reste encore... Ma grand-mère disait, ouais, t'as fait la moitié de ta vie. On se dit qu'il reste l'autre moitié, puis qu'en fait, l'autre moitié, elle n'arrive pas. Tu changes de perspective sur les choses. Tu comprends plein de choses que tu comprenais pas jusqu'avant. Ça te fait un choc. Évidemment, je le souhaite à personne, mais je pense que c'est de loin l'événement qui m'a le plus construit et qui donne le plus de recul sur tout ce que tu fais, parce que du jour au lendemain, tu te mets à te questionner sur tout et tu te dis, ça te permet de revoir le sens de tes priorités. Ouais. Et je trouve que j'ai hésité à te donner une autre date, plus business, etc. Mais je me suis dit, certes, ça peut plomber un peu l'ambiance, mais ça donne aussi un contexte là-dessus. Après, c'est pas faux. Enfin, du coup, tu changes complètement de perspective, comme tu l'as dit, ça te permet de réfléchir et de te dire, au final, la vie est c'est exactement vachement courte, et du coup... de toute manière, il y a beaucoup d'entrepreneurs où, quand on creuse un petit peu au fond, il y a une revanche, il y a une envie de prouver aux autres, il y a tout ça. Après, c'est des sujets qu'il faut creuser avec psy-coach, etc. Parce que je pense que c'est relativement important. Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs où ça commence de ça à la base. Tu parlais tout à l'heure d'Anthony Bourbon, et tu peux citer beaucoup d'entrepreneurs où il y a une envie de construire, une envie de revanche, une envie de prouver aux autres beaucoup de choses. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont fondatrices. Et je pense qu'on ne fait pas les mêmes entrepreneurs entre ceux qui ont eu des grosses difficultés, par exemple dans la vie, soit des problèmes d'argent, la perte d'un proche ou quoi que ce soit. Je pense qu'au final, ça ne crée pas le même type d'entrepreneur. Non, c'est clair. T'en as que je pense qu'ils veulent juste créer un business et se faire plaisir. T'en as qui veulent créer un empire. Ouais. Ou peut-être même pas forcément un empire, mais juste créer quelque chose, avoir de l'importance et changer les choses. Ouais. Mais oui, tu fais pas les mêmes... De toute façon, à partir du moment où tu n'as pas eu d'échec ou tu n'as pas eu d'événements marquants comme ça non plus, tu n'as
t'as pas la même perspective. Ouais. Déjà, Et de toute manière, la vision de l'échec quand tu es entrepreneur, tu as besoin de drastiquement la changer. Et moi, je trouve que c'est une aventure absolument formidable parce qu'il y a beaucoup de choses que tu vas devoir changer en fait en tant qu'entrepreneur sur ta vision de l'échec, sur ta gestion de la pression. On en discutait tout à l'heure. En fait, si tu ne changes pas ta vision de l'échec et la manière dont tu supportes la pression, ça va être très compliqué d'être entrepreneur. Parce que je connais pas un entrepreneur, alors on pourra voir beaucoup de choses sur YouTube, mais je connais pas un entrepreneur qui a des salariés, qui a jamais eu un mois où c'était un peu compliqué de payer les salaires, ou qui à un moment, je veux dire en tant qu'entrepreneur, et je pense que tu dois avoir un peu la même problématique là-dessus, on a peur que tout s'effondre en permanence, on n'a aucune certitude, c'est des choses avec lesquelles il faut apprendre à vivre, parce que sinon on tombe vite dans le burn-out. Clairement, il y a de l'instabilité et il faut apprendre à construire avec, et c'est aussi un peu le problème je trouve de nos jours. C'est qu'en fait, on ne vend pas ça aux gens. C'est être entrepreneur, c'est incroyable, ça vous permet de créer des choses, ça vous permet d'apprendre, ça vous permet vraiment des choses qui sont incroyables, que vous ne pourriez pas faire autrement. Ouais, c'est exactement ça, c'est des vendeurs de rêves. Et je pense que l'infoprenariat, notamment, a beaucoup contribué à ça. C'est on vend aux gens de la facilité. La vérité, c'est que derrière ça, il n'y a pas de facilité. Par contre, toutes les compétences que vous allez apprendre en tant qu'entrepreneur, la résilience, pas mal de compétences de ce type-là, sincèrement, je pense que ça fait une énorme différence ensuite, même dans sa vie de tous les jours. Ouais, complètement. Ouais. Non, c'est beau. Je te remercie. Du coup, tu parlais de coach, de psy, etc. Je sais qu'on en a déjà parlé au téléphone. Tu es accompagné. Effectivement. Déjà, par qui tu es accompagné et pourquoi ? Je suis accompagné par plusieurs types de personnes. Je distingue sur la société deux types d'accompagnement. Des accompagnements que je vais appeler plutôt techniques et les accompagnements plutôt sur la partie état d'esprit. Okay. Sur la partie technique, pour moi, c'est indispensable pour tout entrepreneur. C'est vraiment d'avoir typiquement une personne qui va t'aider sur la comptabilité. Là, c'est le truc assez classique que tu délègues. Mais ensuite, ça va être sur de la direction commerciale. Parce qu'en fait, quand tu es dans ta société, tu n'as pas de recul sur ce que tu fais. Donc en fait, ça se trouve, tu fonces dans un mur. Sauf que tu es tellement persuadé de ce que tu es en train de mettre en place et tu es tellement confiant sur ce que tu fais qu'en fait, tu fonces dans un mur et tu ne le vois pas. Et le jour où tu vas voir le mur, il sera trop tard. Ouais. Donc ça, clairement, c'est des accompagnements qui pour moi sont absolument indispensables. C'est des accompagnements d'ordre technique, c'est avoir les moyens sur sa boîte de pouvoir se payer des experts dans les différents domaines d'intervention de sa société, que ce soit sur, comme dit, de la compta, de la finance, de la RH, tout ce qu'on peut imaginer sur une société. Ensuite, il y a la partie plus état d'esprit. Parce qu'en fait, un entrepreneur, plus le temps avance, plus en fait, on est payé à prendre des décisions. Et en fait, ce qui compte, c'est la qualité de nos décisions. Si on prend des entrepreneurs qui ont des sociétés de 300 salariés, globalement, c'est plus eux qui vont faire la petite main pour s'occuper des deals sur la partie commerciale, s'occuper du marketing ou d'appuyer sur la caméra pour lancer la vidéo. Ouais. Ils vont être payés à prendre des décisions et avoir un état d'esprit qui soit le plus favorable possible pour prendre ces décisions et prendre des décisions de qualité. Parce que les décisions qu'il va prendre ont un impact sur la suite de sa société, sur ses collaborateurs, etc. Finances, ouais, c'est exactement ça. Et en fait, pour être capable de prendre ces décisions de qualité, pour être capable de tenir dans le temps, pour moi, il y a vraiment un sujet à être accompagné par une psy, par un coach. Moi, à titre personnel, j'ai eu les deux, qui ont les deux de fonctions un peu différentes. Le coach m'a permis, ma coach m'a permis de comprendre ce que je voulais sur ma société, pourquoi je faisais tout ça. J'ai compris que derrière, il y avait aussi des besoins de reconnaissance, etc. Et en fait, à partir du moment où tu vois tout ça, tu n'as plus du tout le même visage sur ta société. Parce qu'en fait, de base, tu te disais « Ah ouais, mais moi, en fait, la satisfaction client, c'est le truc le plus important au monde pour moi. J'ai besoin que mes clients repartent satisfaits. » Oui, alors qu'en réalité, derrière, ça cache si le client est satisfait, on est satisfait de moi. Et... C'est exactement ça. Et tu as tout un sujet là-dessus qui est extrêmement important. En fait, à comprendre pourquoi tu fais les choses, quels sont tes drivers, quelles sont les choses qui te motivent, quelles sont les choses qui ne te motivent pas. Pareil, on a tous eu une éducation de la part de nos parents, l'environnement dans lequel on a grandi, etc. Moi, j'ai eu des parents qui avaient une vision de l'argent sur lequel c'est quelque chose de très précieux, où il fallait faire très attention, en engranger et faire en sorte d'être le plus économe possible. Le problème, c'est que si tu gères une société, notamment à ses débuts, en mode « je vais être le plus économe possible », tu cours à la catastrophe, en fait. Ouais, ou alors tu vas mettre des années à te développer, alors que si tu réinvestis directement tout de suite et intelligemment, parce que du coup... Et en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'en face de toi, bon là on dérive un peu du sujet, mais en face de toi, tu vas avoir des acteurs, imaginons, toi, tu fais de la vidéo. Donc tu es une société, tu fais 100 000 euros de chiffre d'affaires par an et 20 000 euros de marge. En face de toi, tu as une société qui fait 1 million et qui sort 100 000 de marge par an. Le truc, c'est qu'en fait, si toi, tu fais pas tapis, tu fais pas tapis du bénéfice que tu as généré vis-à-vis de l'autre société, en fait tu vas même pas exister, c'est-à-dire que tu vas essayer de faire un peu de pub, un peu de com, tu vas être complètement invisible parce qu'en fait en face tu as des gens qui eux ils ont juste à mettre 10% de leurs bénéfices et en fait ils vont se retrouver avec une société qui va vraiment bien se développer, etc. Donc tu as besoin de faire tapis. Le truc c'est que quand tes parents t'ont appris à te dire l'argent faut faire très attention, ça se perd très vite, l'argent c'est rare, en fait au moment où tu dois réinvestir, en fait tu fais pas tapis. Ouais.
alors que tu devrais le faire. Après, il faut Évidemment, quand de même manière réussir. raisonnable. Oui, voilà, c'est ça. Après, il faut quand même être suivi par quelqu'un pour investir intelligemment aussi. C'est exactement ça. C'est pas juste investir dans la dernière caméra parce qu'elle te fait plaisir ou investir dans telle et telle chose. D'où l'importance d'être Voilà. accompagné, parce qu'en fait, on a beau... tu Et vois, je pense c'est que- super important de le dire et aussi à ceux qui nous écoutent parce que du coup, ils vont se dire j'ai gagné ça, je réinvestis tout de suite. Non, Ouais. faut quand même réfléchir quel bénéfice va pouvoir Dans tous t'apporter les cet cas, il faut investissement. toujours quoi. réfléchir sur le sujet, que ce soit les investissements, etc. Et puis être accompagné aussi. Moi, c'est aussi un des sujets sur lesquels je me suis positionné il n'y a pas longtemps sur Raymond Lead. C'est être accompagné par un directeur commercial, on en a discuté tout à l'heure, qui doit avoir une 60aine d'années, qui a fait énormément de choses professionnellement. Ou lui, si je lui dis, globalement, oui, Wolfgang, j'aimerais bien m'acheter une FX6, il va me répondre, ta FX6, c'est bien mignon, mais tu as un iPhone, ça filme. Pour faire ce que tu fais sur les réseaux sociaux, ça suffira. Donc ton argent, tu ne le mets pas sur ta FX6, tu le mets à cet endroit-là. Donc c'est aussi l'importance d'être accompagné, parce que on a beau dire, oui, j'ai entendu plusieurs fois, oui, t'es mature pour ton âge, machin truc. N'empêche qu'en attendant, on n'a pas énormément d'expérience, Ah non, c'est notamment clair. sur la partie 5-6 ans, entrepreneuriale. quoi, du coup. Ouais, c'est mine de exactement rien, ça. C'est déjà énorme. C'est vrai qu'on a une bonne maturité pour C'est notre énorme âge. à notre âge. On est des mais jeunes au global, entrepreneurs. Mais au final, au global, oui, non. c'est au On sait global, rien, quoi. clairement, c'est pas si important que ça. Et avoir ce recul et cette expérience d'autres personnes qui sont plus âgées, clairement, c'est indispensable si tu veux réussir à créer quelque chose qui se pérennise dans le temps et pas juste faire un truc un peu passion, parce qu'on commence tous comme ça, hein, c'est Oui, de la oui. passion, et au final, tu finis par claquer toute ta trésor dans du matériel, et au final, ton matériel, c'est pas ça qui font que tes clients vont te payer. Hein. Ah non, clairement. Clairement. Bah écoute, très bien. Du coup, tu disais aussi avant que tu étais passionné de musique, de vidéo, etc. Comment tu arrives à gérer ton temps de business avec, mine de rien, du coup, Elsa Digital, I Want Lead, et en plus de ça, ton côté perso avec la batterie, la vidéo et ta création de contenu aussi sur LinkedIn, parce que tu fais aussi pas mal de création de contenu, que ce soit sur LinkedIn Ouais. ou sur YouTube. Comment tu gères tout ça? Comment je gère tout ça? J'ai fait en sorte que mes passions soient mon métier. Donc ça a un avantage, c'est que ça me permet de pouvoir passer beaucoup de temps sur des sujets et là où mes concurrents vont devoir travailler, moi j'ai juste à m'amuser. Donc c'est un avantage. Typiquement, tu prends l'exemple des vidéos ou même de la musique. J'ai eu une période où je m'amusais à faire les musiques pour les pubs de mes clients parce que juste ça m'amusait. C'est peut-être pas les meilleures musiques du monde, mais ça me permettait d'apprendre et en fait juste j'étais kiffer, payé quoi. pour pouvoir faire quelque chose qui m'intéressait. Ça a été pareil sur la vidéo. Donc c'est vraiment la manière dont j'aborde les choses et c'est une des choses sur lesquelles je suis amené à travailler en ce moment, c'est justement cet équilibre sur la partie vie pro, vie perso, parce que forcément il y a un équilibre à trouver sur le sujet. Moi je suis beaucoup orienté sur la partie professionnelle, c'était mon driver principal, moi j'avais envie que si quelqu'un parle de moi, la troisième chose qu'il a à dire dans sa phrase c'est il est entrepreneur, il fait machin, il fait truc, et je me suis aperçu que définir son identité là-dessus c'est quand même très très risqué au vu Ouais, des c'est risques clair. d'échec notamment qu'il y a quand on est une jeune société. Donc c'est des choses sur lesquelles j'essaie de prendre un peu de recul. Top. Et du coup, qu'est-ce que tu fais un petit peu sur LinkedIn et sur YouTube? Qu'est-ce que je fais sur LinkedIn et sur YouTube? J'ai réfléchi pendant un moment avant de me lancer. Je compte même pas le nombre de fois où j'ai mis le matériel, j'ai mis un script. Parfois, juste, j'ai mis le matériel comme ça et ça me faisait plaisir de regarder mon matériel prêt à tourner. Parfois, Wow. j'ai tourné des vidéos. C'est exactement ça. Mais j'étais aux anges parce que ma config avec la lumière, avec tout ça, c'était tip-top. Juste la regarder, ça me faisait plaisir de monter ma config et je me disais peut-être qu'à un moment, je me lancerai. Après, j'ai commencé à tourner des vidéos et ensuite ne pas les monter. Ensuite, j'ai commencé à tourner des vidéos, les monter. Puis après, Ne pas les publier. quelques temps plus tard, il y a eu justement la publication qui est arrivée sur le sujet. En fait, ce que je me suis aperçu, c'est qu'on est dans des industries qui sont hyper concurrentielles. Mhm. Et en fait, la plus grande valeur que tu peux avoir, c'est la confiance de l'autre. Et pour avoir la confiance d'autres personnes, tu as des agences historiques qui ont un avantage sur nous, c'est qu'ils sont là depuis 20 ans. Quand on a des agences, nous notamment, on est positionné à Dijon, qui sont là depuis 20 ans. Entre I Want Lead qui est là depuis 5 ans et une agence concurrente qui est là depuis 20 ans, forcément, d'un point de vue vision du risque, on va se positionner sur une agence de 20 ans. Donc moi, je ne pouvais pas jouer là-dessus. Je ne pouvais pas jouer non plus sur mon réseau local, étant donné que moi, de base, je suis une personne un peu introvertie et que je n'aime pas spécialement aller serrer la main de plein de personnes. C'était compliqué. Je me suis dit, le seul moyen pour créer de la confiance, c'est créer du contenu. Parce que j'ai des choses qui sont dans ma tête. Le problème, c'est que ce que j'ai dans ma tête et ma vision des choses avec la passion, etc., moi, je me disais que c'était un b.a.-ba. Je suis allé sur le marché et j'ai vu que ce n'était pas un b.a.-ba. Non, c'est clair. Pour la majorité des gens, c'est juste, on fait une boîte pour faire
du cash. Et bon, après le reste, on verra. Tant que ça paie la voiture de société et mon très joli appartement acheté à crédit, ça devrait suffire. Et je me suis dit que en fait, vu que j'avais une vision différente, j'avais des compétences, j'avais envie de partager aussi, parce que YouTube m'a beaucoup appris, il y a plein de personnes qui m'ont énormément appris, j'avais envie aussi de pouvoir faire ce retour, un peu ce give back là-dessus. C'est ça, de redonner ce que tu as pu apprendre. C'est exactement ça, de redonner ce que j'ai pu apprendre. Et du coup, je me suis lancé, donc là, ça fait quelques mois, où on a une partie LinkedIn avec de la vidéo, plus assez récemment, on a lancé aussi YouTube, avec là, en 2025, l'objectif de sortir, suivant les périodes et à quel point ce sera chargé, entre 2 et 4 vidéos par mois, sur des sujets relatifs au marketing digital. Et on fait vraiment en sorte d'avoir une approche, parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'il y avait soit des personnes qui étaient des geeks, donc c'est-à-dire qui font du marketing digital à longueur de journée, mais qui ne savent pas parler avec des chefs d'entreprise. Ouais. Donc en fait, à part appuyer sur des boutons, ils ne servent pas à grand-chose. Et en face, on avait des personnes qui parlent très bien. Par contre, quand il s'agit de les mettre en face d'un ordinateur pour appuyer sur des boutons, ça devient tout de suite plus compliqué. On s'est dit qu'on allait essayer de mélanger les deux. Et en fait, il fallait qu'on communique là-dessus, parce que moi, je ne comprenais pas. Je me disais, oui, mais on a plein de bonnes idées, on a plein de bonnes intentions. Puis les gens, quand on échange avec, quand ils viennent sur nous en appel, quand ils viennent avec nous en appel, oui, on a l'impression qu'on est un peu comme les autres. Mais non, en fait, j'avais envie de leur montrer qu'on est vraiment différents. Et le seul moyen de leur montrer qu'on était vraiment différents, c'est par la création de contenu. C'est beau. Et puis, il y a aussi ce truc de... mine de rien, même si tu es dans un secteur bouché, concurrentiel, très concurrentiel, c'est pas parce que tu fais de la création de contenu et tu fais la même vidéo qu'un autre que tu vas raconter la même chose. Ouais. Et ça, c'est ce que j'aime bien dire aussi, c'est au final, tu as ta propre valeur ajoutée. C'est à toi de la trouver, par contre, mais ton contenu vaut mieux que tous les, vaut aussi bien que tous les autres. Vaut aussi bien que tous les autres. Et du coup, ça doit pas être un frein, parce que tu entends tout le temps, de toute façon, que ce soit par des étudiants ou même par des gens qui se lancent, non, mais je vais pas me lancer sur YouTube ou je vais pas me lancer sur Insta parce que ça existe déjà, je vois pas ce que j'apporterai de plus. Mais en fait, ça, on s'en fiche. Parce que du coup, dans l'entrepreneuriat, déjà, il faut que tu puisses apporter ta valeur ajoutée aux gens et montrer que tu existes. Donc, mine de rien, t'as pas trop le choix que de faire de la création de contenu quand même. Et ensuite, tu vas peut-être expliquer différemment que toutes les autres vidéos, ou tu vas peut-être avoir un meilleur feeling avec cette personne que toutes les autres vidéos. Et du coup, c'est quand même un pilier qui est très important, un levier qui est très important aussi. Et en fait, ça va jouer sur peut-être 10%. Peut-être que par exemple, tu vas faire, on prend l'exemple de ton métier, un tuto sur comment stabiliser sa caméra sur un stabilisateur, par exemple, ou quoi que ce soit. Tu vas avoir peut-être une diction qui sera un petit peu plus lente. Tu vas avoir une manière d'expliquer les choses où tu es peut-être un peu plus pédagogique que la moyenne sur certaines choses. En fait, vraiment, il suffit d'avoir ces 5, 10, 15% de différence pour en fait faire une différence qui soit vraiment intéressante auprès de l'audience. En fait. Ouais, et il y a aussi ce truc de... tu vois, les youtubeurs que tu vois tout le temps, parce que quand tu tapes tel tuto ou telle chose sur YouTube, les premières vidéos que tu vois, c'est toujours les youtubeurs qui sont là depuis des années. Et il y a aussi ce truc de... même si tu leur fais confiance, tu as aussi un petit peu envie de nouveauté et de voir un petit peu autre chose. Et je pense que c'est pour ça que tu as encore des jeunes créateurs aujourd'hui qui arrivent à percer, etc. Parce qu'au final, la création de contenu est de loin pas bouchée non plus, selon moi. Et que je pense que aujourd'hui, les gens, ils ont quand même besoin de nouveautés et de voir de nouvelles choses. Alors qu'un youtubeur qui est là depuis 10-15 ans, ils vont peut-être plus forcément le croire parce que il a eu tel placement de produit, alors que... Et d'ailleurs, je pense que c'est ça la base du contenu UGC aussi qui est arrivé il y a quelques années. Les gens, ils ont besoin d'un peu plus d'authenticité et de plus voir des influenceurs, alors qu'au final, tu fais la même chose. Enfin, littéralement, pour moi, c'est la même chose. C'est juste que c'est du neuf, quoi. Et sur les tailles d'audience, en fait, le marché s'est quand même beaucoup développé sur cette partie-là. Si on prend, par exemple, des podcasts dans le domaine de la finance, dans le domaine de l'audiovisuel, etc., tu n'as plus besoin d'avoir des communautés avec énormément de personnes pour pouvoir commencer à monétiser cette audience et faire en sorte de gagner ta vie avec. La partie, ce qu'on appelle creator economy, c'est quand même beaucoup développé. Donc ça, pour le coup, tu as quand même quelque chose qui est vraiment très différent sur cette partie-là, où en fait, c'est pas l'influence comme on avait à l'époque en tête avec des Cypriens, etc., où le but c'était de faire des millions de vues. Là, en fait, le but c'est juste de toucher une audience qui soit qualifiée. Moi, tu vois, quand j'ai certaines de mes vidéos, c'est exactement ça. Quand j'ai certaines de mes vidéos qui font 1200 vues, alors 1200 vues pour quelqu'un qui fait du divertissement et de se dire, mais c'est nul. Moi, quand je vois 1200 vues et des dizaines, voire des centaines d'heures de visionnage sur une vidéo, c'est absolument dingue. Parce qu'en fait, imagine-toi, tu arrives dans une salle où tu as par exemple 500 personnes qui écoutent ton discours et qui sont qualifiés et intéressés par ce que tu proposes, la puissance de la chose. Déjà, il y a ça, et puis te dire,
que tu as atteint cette statistique-là alors que tu viens de débuter, c'est aussi fou de te dire que, ça veut Clairement. dire que ça a bien fonctionné. Enfin, c'est ça aussi qu'il faut regarder dans l'analyse des stats, quoi. Il faut voir aussi quel est ton objectif. Nous, tu vois, Oui. dans le cadre de ce qu'on fait, c'est pour vendre soit nos produits d'accompagnement, soit sinon nos prestations de services. On est sur des paniers moyens qui peuvent être de plusieurs milliers d'euros à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Clairement, si ma chaîne YouTube me génère un client qui, sur tout le long de sa valeur à vie, va me rapporter 50, 60 000 euros, j'ai pas besoin d'en avoir 50 des clients comme ça chaque Bah année. non, c'est clair. Avec 4 clients comme ça chaque année, déjà, je serais très content et en sachant que ça viendra compléter mes autres canaux. Donc, C'est ça. c'est déjà Ouais, très puis- positif. Et le côté aussi, enfin le petit plus, c'est que tu vas intéresser d'autres personnes dans cette niche-là, pas Ouais. forcément des futurs clients, mais peut-être juste des personnes qui sont intéressées et qui vont pouvoir te recommander aussi peut-être à d'autres Clairement. personnes aussi. Donc, Et à tout moment, là-dedans, tu trouves ton associé. Peut-être que tu ton vas associé passer ou ton futur des mois- collaborateur. C'est exactement ça. Et pour le coup, un associé ou même un futur collaborateur, comme tu l'expliques, c'est quelque chose qui est capable de changer la trajectoire de votre entreprise. Ouais, Parce complètement. que ça, c'est aussi un des sujets à part. C'est l'avantage quand on commence à créer une société, c'est qu'on a des collaborateurs autour. Et un collaborateur est capable de changer la trajectoire de votre entreprise, surtout quand vous êtes peu et quand vous êtes au début de la boîte. Complètement. Quels sont les futurs projets? Quels sont les futurs projets? Que ce soit IWant Lead ou LCA Digital. C'est quoi tes... IWant Lead ou LCA Digital, là on va déménager d'ici quelques semaines, peut-être qu'au moment où le podcast sera sorti, on aura déménagé dans nos nouveaux locaux. C'est possible. C'est possible qu'on ait déménagé déjà à ce moment-là, donc c'était vraiment quelque chose de très important pour moi, parce que quand je disais au début, mon but avec IWant Lead c'est quoi? C'est une dizaine de collaborateurs et des locaux. Là, je commence à avoir quelques collaborateurs, on commence à avoir des locaux assez sympas aussi, on va avoir à peu près 80 mètres carrés à Dijon. Donc pareil, c'est un sujet sur lequel ça fait un petit moment que je travaille, donc je suis très content qu'on puisse aller se positionner dans les locaux comme ça, et j'espère que c'est que le début et qu'on aura que plus grand à travers le temps. J'espère pour toi en tout cas. Donc, il y a déjà ce projet-là qui est en train de se lancer. Sur la partie LCA Digital, on est en train de bien développer l'activité, lancer notamment de nouvelles formations. Il y a notamment le sujet IA, effectivement, qui est quand même pas mal à la mode là-dessus. C'est une vraie demande des entreprises parce qu'ils savent qu'il va y avoir pas mal de transformations sur ces parties IA. Donc forcément, pour eux, il y a un enjeu de formation. Et sur IWant Lead et LCA Digital, l'objectif que j'ai, il est, on va dire, un peu comme beaucoup d'entrepreneurs qui commencent à avoir des collaborateurs, c'est déjà d'aller chercher le premier 1 million d'euros de chiffre d'affaires, avoir l'équipe qui va me permettre de le faire, avoir un chiffre d'affaires qui soit cohérent, qui nous permette de réaliser des projets. Et c'est vraiment, on va dire, une dynamique globale où, en fait, avoir plus de moyens financiers, plus de moyens humains, plus de moyens techniques aussi. Si on a des plus grands bureaux avec ensuite studio de tournage, etc., ça donne aussi plus de possibilités. Et puis, c'est vraiment essayer de se dire comment on peut avoir une valeur ajoutée. Typiquement sur la partie formation, comment on peut faire en sorte que la personne ne vienne pas juste pour voir des vidéos, mais que ça puisse apporter un changement dans son activité. Comment on peut faire en sorte qu'elle ait plus de contacts entrants pour son activité, qu'elle puisse faire une vraie modification de trajectoire de sa boîte là-dessus. Comment sur IWant Lead, on va être capable d'aider des personnes qui font par exemple pas encore de la publicité, qui se disent je vois le train passer, j'aimerais bien trouver une agence pour m'accompagner. On a envie aussi de pouvoir se dire comment on va servir de plus en plus ces personnes-là, parce que c'est vraiment l'idée de se dire on le fait pour nous, parce que forcément il y a des enjeux pour pouvoir développer la société, etc. Mais en fait, c'est aussi une des missions que j'ai pris conscience à travers le temps, c'est que je le fais aussi pour les autres. Parce qu'il y a des personnes, des prestataires, agences ou quoi que ce soit, qui ne feront pas forcément un travail de qualité. Et je me dis qu'en fait, c'est même devenu à travers le temps une mission que d'aller aider ces personnes-là, et ce serait même égoïste de ma part, de ne pas aller aider ces gens-là avec des prestations de qualité, avec mon envie de bien faire, avec ma passion, parce que ça me paraissait peut-être basique de base, mais tout le monde n'a pas cette envie de bien faire, cette envie d'aider l'autre et d'aider les sociétés. Est-ce que c'est Il pas... faut qu'on le fasse communiquer, tu vois. Est-ce que c'est pas un peu comme ce que tu me disais avant dans la voiture, ce petit syndrome du sauveur? Je pense qu'il y a en partie ce syndrome du sauveur, et tu vois, c'est des choses sur lesquelles j'en discutais encore avec mon psy hier soir sur le sujet. Je pense qu'il y en a forcément une partie, mais en fait j'ai pris conscience maintenant de ça, et je pense maintenant pouvoir le faire pour les bonnes raisons. Parce qu'en fait, avant, j'étais pas capable de le verbaliser. Je pense que je cherchais, notamment à l'époque où on s'est connus, quand j'avais 18-19 ans, je cherchais pas mal à briller. Et je pense que je suis sorti de cette phase-là maintenant. J'ai pris beaucoup de temps à comprendre pourquoi je cherchais à le faire, de quelle manière, auprès de qui je souhaitais briller. Et ça, tu vois, c'est des choses sur lesquelles j'ai beaucoup plus de recul maintenant. Et je me dis, j'ai envie d'aider les autres parce que ça me fait plaisir pour moi, parce que j'ai envie de le faire pour l'autre, et j'ai envie de voir l'impact que ça va avoir pour lui. Parce que je me dis, si j'aide une entreprise qui fait des services de qualité à plus se faire connaître, ça veut dire qu'en face,
va pas y avoir des personnes qui vont se faire arnaquer. Je te prends un exemple concret dans le domaine de la finance. C'est un des premiers clients que j'ai pu accompagner sur Eventlead. J'ai pu participer à une conversation où il a discuté avec une retraitée qui avait du coup touché, c'était plus un héritage, mais c'était une somme d'argent qui était relativement importante d'une personne de sa famille, qui l'a placé dans ce qu'on appelle un cheptel bovin. Donc en gros, il achetait un cheptel bovin dessus, et en fait c'était une arnaque. Donc cette personne-là a perdu 150 000 euros. Et c'était pas quelqu'un qui était riche au possible, hein. C'était énormément d'argent pour elle, et c'était vraiment très important pour elle d'avoir cette somme-là. Quand tu vois que cette personne-là, elle a perdu son argent parce qu'il y a eu des personnes qui ont communiqué plus fort que ces gens-là, qui ont communiqué sur des arnaques fortes, avec des promesses fortes, etc. Je me dis qu'aussi, tu vois, ça me donne une mission là-dessus. Parce qu'il y a des gens qui vont, tu vois, si je te prends l'exemple de la finance, ils vont travailler toute leur vie pour mettre de l'argent de côté et ils vont le placer dans les escroqueries. Alors que si je suis capable d'aider, notamment si on prend des personnes dans le domaine de la finance... voir ces red flags et éviter de se faire escroquer. Quoi. C'est ça. Ils vont être capables de proposer des produits de qualité et être capables aussi de pouvoir avoir un impact là-dessus. Et je me dis, certes, on a un impact, on fait du marketing, mais en fait, si on va regarder au-delà de cette partie marketing, on a un vrai impact aussi sur des gens. Alors peut-être que c'est une histoire, peut-être que certaines personnes se diront ouais, ça me paraît un peu télescopé ou quoi que ce soit. Moi, c'est vraiment ma vision des choses et j'y crois profondément. Après, tu vois, genre, si 99% des gens se disent ça, mais que t'as 1% qui se disent je veux lui faire confiance, t'as tout gagné quand même. Hein. C'est exactement ça. Tu vois, je suis beaucoup plus en paix avec le fait d'avoir certaines personnes qui disent bah non, ce que tu fais, c'est pas la bonne manière de le faire, ou je suis pas d'accord, etc. Je ne cherche pas à mettre tout le monde d'accord sur un seul et même sujet. Ce sera impossible d'avoir tout le monde d'accord. Moi, mon seul objectif, c'est de faire du mieux que je peux, de faire en sorte d'être heureux, que les personnes qui comptent pour moi soient heureuses, d'avoir une équipe qui soit contente de venir bosser le lundi matin. Après, le reste... Alors du coup, comment tu fais pour que ton équipe ait envie de venir bosser ? Comment tu fais pour qu'il y ait autant de bienveillance, autant de bonne humeur dans ta boîte avec tes collaborateurs? J'ai beaucoup discuté. Parce que la santé mentale au travail, la santé du travail, au final, c'est quand même un sujet qui est très actuel aussi. Ouais. J'ai beaucoup discuté avec plein de gens qui ont travaillé en agence, qui ont travaillé donc en agence de marketing, qui ont été salariés dans plein de postes, etc. J'ai trouvé un peu toujours les mêmes choses qui revenaient sur la table. C'est on me donne toujours les mêmes missions, on me fait pas suffisamment confiance, j'ai pas de possibilité d'évolution, j'ai pas de possibilité de formation, c'est du flicage en permanence, c'est une absence de confiance sur ce qu'on fait, c'est des perspectives qui sont pas forcément top, c'est des managers qui sont là et qui prennent la pression et qui la reportent le plus possible sur leur équipe, sur la partie opérationnelle. Je me suis dit en fait, et si on essayait de faire l'inverse de tout ça? Alors pour le moment, on est une toute petite société, on n'est que 5 dans la boîte. Et qui a amené à évoluer. Et qui a amené à évoluer évidemment là-dessus. Mais je me dis que si je peux réussir à faire un environnement de travail dans lequel l'équipe se sent bien, ils ont envie de se développer, ils ont envie de performer, ils ont envie de rester à travers le temps. Parce que forcément, on est des métiers relativement nouveaux où tu vas te former beaucoup en entreprise. Si j'ai un management qui n'est pas top, des conditions de travail pas top, etc., ça prend quand même beaucoup de temps de reformer des personnes sur ces domaines-là. Parce que j'ai pris beaucoup de temps, notamment sur un de nos collaborateurs, Louis, à le former. Et c'est vraiment une de mes fiertés. Mais si demain, j'ai un management qui n'est pas intéressant pour lui, une évolution de l'entreprise qui n'est pas intéressante pour lui, et pour tous les collaborateurs de la boîte de manière générale, je vais perdre ces personnes-là. Et tout le temps que j'aurais passé à investir, à les former et à faire en sorte que ce soit intéressant, en fait, juste, ça passera pas. Ouais, et puis tu vas être obligé de recommencer en plus. C'est exactement ça. Je vais être obligé de recommencer et ça a d'énormes coûts. Et c'est l'avantage, étant donné que la finance m'intéresse à titre personnel, ça me donne le loisir d'analyser le business model et les finances de beaucoup d'entreprises. Et j'ai vu par exemple des bilans d'agences web où ils se disent on va faire le plus possible de volume client, on va vendre des abonnements à des petites entreprises à 200 € par mois, on va essayer d'en mettre le plus possible sur les salariés, on va charger le plus possible, on va prendre plein d'alternants, on va prendre plein de stagiaires sur des périodes inférieures à 2 mois parce que c'est le seul moyen qu'on ait de garder de la rentabilité. Moi, ces personnes-là, j'ai pas de leçon à leur apprendre. Ils ont géré leur société, je suppose, du mieux qu'ils ont pu. Mais moi, vu que je vois ça de l'extérieur, la manière dont ils ont organisé et structuré leur société, je me dis que c'est pas là où j'ai envie d'aller. Donc ça donne aussi beaucoup d'apprentissage là-dessus, de regarder chez les autres ce qui se fait. Pour venir du coup de l'apprentissage aussi, il y a quelques années, les boîtes qui prennent que des alternants et qui embauchent jamais à la fin alors qu'elles te promettent, elles font des promesses d'embauche, enfin elles te disent de toute façon à la fin de ton alternance, je te prendrai, je t'embaucherai et tout, pas de souci. Alors que tu sais que c'est une boîte qui prend en alternance chaque année mais qui ne fidélise jamais ses alternants. Alors ok, il doit sûrement aussi avoir une part de l'alternant n'a pas rempli peut-être 100% de sa mission ou quoi,
Mais je veux dire, Quand c'est systématique et que quand ça c'est fait 6 systématique, ans que ça dure. puis après, faut pas se leurrer non plus. Les étudiants, ils le savent aussi. Des fois, il y a des boîtes, elles sont catégorisées en mode non, de toute façon, ça c'est quelqu'un qui prend juste en alternance, mais qui t'embauchera jamais, quoi. Ouais. Donc il y a aussi Une cette réputation réputation employeur, il y a cette clairement, réputation ça, aussi, hein. ça met du temps à se faire, ça peut être très rapide à défaire, et c'est un truc, nous notamment dans les boîtes de prestation de services, que ce soit toi sur la partie vidéo, nous en marketing, ou même sur les formations, ce qui compte pour nous, c'est l'expérience client. À titre personnel, l'expérience client, pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, c'est ça qui fait que les gens vont racheter à travers le temps. Ouais. Je le fais en fait. Qui vont te recommander et C'est qui ça. vont revenir. En fait, je le fais certes pour moi, mais je le fais aussi pour eux. Et en fait, je le fais pour moi parce que ça me permet de ne pas avoir de nouveaux coûts marketing, de nouveaux coûts commerciaux. Quand j'ai une personne qui avait suivi une formation avec moi il y a 3 ans et qui revient maintenant et qui me dit « Ludo, j'ai besoin d'être formé sur tel domaine, j'étais super content de ce qu'on a vu ensemble, reforme-moi à nouveau sur ce sujet-là », clairement, moi, ça m'évite des dépenses commerciales, des dépenses marketing. Je le fais, en fait, c'est presque égoïste de ma part de me dire que je dois rendre mes clients satisfaits. Pareil, nous, on a un business model agence où, en fait, tous les mois, c'est du récurrent. Évidemment que j'ai envie que mes clients soient satisfaits, certes, pour leur faire plaisir, mais aussi et surtout parce que ça m'évite d'avoir un turnover important, ça m'évite d'avoir aussi des dépenses à faire côté marketing et commercial pour renouveler en permanence ma clientèle. Déjà, il y a ça. Et puis après, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que quand on achète un service, on veut qu'il soit qualitatif aussi. Clairement. Donc au final, c'est la moindre des choses que de rendre un service où le client est content. Enfin, pour moi, ça devrait être 100%. Ça devrait être 100%, mais après, il y a plein d'autres, il y a plein d'entreprises qui n'ont pas forcément ces impératifs-là, il y a certaines entreprises en fait qui sont juste complètement bloquées. Je te prends l'exemple de l'agence web que je t'ai donné. Quand tu vends des prestations à 200 € par mois à un client, globalement, ton salarié va te coûter un certain montant. Tu es obligé de faire un certain multiple dessus pour pouvoir payer les charges, etc. de ta société. Donc, ça va faire que ton collaborateur va pouvoir passer 3 heures par mois sur le marketing d'une entreprise. En fait, ils ont un business model qui font que structurellement, ils vont rendre leurs clients insatisfaits. Parce qu'en fait, à ce prix-là, ils ne peuvent pas passer du temps sur les clients. Et en fait, c'est juste structurel. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises... C'est juste faire de la quantité, mais pas forcément de qualité. C'est exactement ça. Et en fait, ce qu'il faut voir aussi, ça m'a mis aussi beaucoup de temps à comprendre, c'est que c'est même pas une volonté de leur part de se dire « Ouais, on va enchaîner les clients et on va faire les trucs à la va-vite ». C'est juste qu'en fait, ils sont enfermés dans un modèle. Et quand on est enfermé dans un modèle avec des charges, des crédits, etc., on est forcément prisonnier de ça. Donc, c'est cool aussi, je trouve, en tant que jeune entrepreneur, de pouvoir voir tous ces cas ici et voir en fait les erreurs des autres. C'est aussi quelque chose de très intéressant. Surtout de les voir maintenant. Ouais. Ce qui te permet d'éviter de les faire plus tard. Parce que c'est des erreurs qui coûtent très très cher. Enfin, ça te permet d'éviter de les faire ça te permet soit de faire ces erreurs le plus tôt possible, soit d'éviter de les faire complètement et ça t'évite de couler ta boîte plus tard, quoi. On est d'accord. Et ensuite, la dernière question que j'adore poser en fin de podcast, si tu te revoyais, toi, maintenant, le jeune Ludo qui n'a pas encore lancé sa boîte, qui a 17-18 ans, ce serait quoi le conseil que tu te donnerais si tu te voyais ? C'est une très très bonne question. Fonce. Parce qu'en fait, il n'y a aucun moyen d'être préparé. Quand je vois qu'il y a des études en entrepreneuriat, c'est absolument merveilleux. Il n'y a aucun moyen d'être préparé à l'entrepreneuriat, à créer des choses dans sa vie. Le seul moyen de s'y préparer au mieux, c'est juste de faire des choses. Fais plein de choses. Et de manière générale, même s'il y a des étudiants, par exemple, qui nous écoutent, faites des choses. Ça sera forcément valorisé à un moment ou à un autre dans votre parcours. Vous allez apprendre une multitude de compétences. Moi, j'ai passé beaucoup trop de temps dans ma vie à réfléchir, à me poser des questions. Pendant 2 ans et demi, je me suis dit, est-ce que je fais des vidéos sur YouTube ou pas ? J'avais caméra, lumière, micro, tout ce que tu veux, les scripts, les idées. Non, mais je vais réfléchir, je vais voir, peut-être plus tard. C'est vraiment, si j'ai le plus gros regret que j'ai eu dans ma vie, et si je pouvais donner un conseil là-dessus, au Ludo de 18 ans, c'est fonce, fais des choses, crée. Et vraiment, c'est incroyable tout ce que ça pourra apporter. Et tu n'as pas encore conscience de tout ce que ça te permettra plus tard à travers ton parcours. Il y a beaucoup de posts en plus sur LinkedIn. Tu sais, tu as la comparaison entre faire et réfléchir. Ouais. Et faire est mieux que réfléchir au final. C'est exactement ça. Il vaut mieux faire, pas forcément 100% bien, mais tu l'as fait, plutôt que de réfléchir à un concept qui est 100% bien, mais jamais le faire. Et de toute manière, en fait, tu sais jamais si ce que tu fais va fonctionner, parce qu'il suffit que tu arrives à un moment, par exemple, une phase de marché qui soit un peu compliquée, mais en fait, tu vas passer 1 an à préparer une arrivée sur un marché, et en fait, le marché aura totalement changé, les habitudes de consommation, etc., seront plus du tout les mêmes. Donc, le seul moyen d'être prêt à ces moments-là, c'est de s'affûter, c'est de s'entraîner tout le long, c'est de créer des choses, et au fur et à mesure du temps, tu vas te créer toute une boîte
boîte à outils avec une multitude de compétences. Ça va être de la gestion de la pression, ça va être de la discipline, ça va être apprendre à gérer les finances, apprendre à créer du contenu en vidéo, plein de choses. Et en fait, peut-être que tu as l'impression qu'à l'instant T, tu as perdu du temps, etc. Mais avec c'est jamais le temps, perdu. clairement. Et tu vas te retrouver en fait où à un moment, tu vas avoir un projet là-dessus et tu vas te dire, mais ok, c'était à ça que ça a servi tout ce que j'ai eu avant. Je te prends un exemple que j'ai eu par rapport à ça. Pendant longtemps, mon but, c'était d'être le meilleur technicien possible. Je me suis dit, je vais être un crack sur la partie technique. C'est-à-dire, je prends un client, je vais être capable de gérer 100% de son marketing. Donc, je dois faire ses vidéos, son montage, ses publicités, ses pages de destination, ses visuels. Je veux tout faire. Je vais être capable de gérer tout le marketing de la boîte. Tu peux pas être un bon couteau suisse non plus, quoi. C'est très compliqué d'être un bon couteau suisse. J'avais réussi à avoir à un moment un certain niveau là-dessus. Et en fait, à un moment, j'ai changé et je me suis dit, j'ai envie de devenir un entrepreneur. Et en fait, j'ai eu une période vraiment de remise en question. Je me suis dit, mais purée, mais tout ce que j'ai fait ces 4 dernières années, ça m'a servi à rien concrètement. Parce que maintenant, je dois apprendre à gérer une trésorerie, à trouver des clients, à participer à des appels d'offres. Ouais. Et je veux dire, être capable d'appuyer sur une caméra ou de régler une lumière, ça ne me sert plus à rien maintenant. Et en fait, c'est quand j'ai commencé ensuite à recruter que je me suis dit que c'était un cadeau. Tu le comprends. Clairement. Et tu le comprends ensuite. Tu as un prestataire ou un de tes collaborateurs qui vient, tu es capable de lui expliquer ou de comprendre ce qu'il est en train de te dire. Donc c'est exactement ça. Aussi, quoi. Et en fait, c'est des choses que tu peux faire, par exemple, notamment quand tu sors à 18 ans ou quand tu sors de tes études, tu te dis oui, non, mais ça va pas être utile, ça sert à rien que je m'entraîne là-dessus. Fais-le, fais des choses. Apprends, fais des choses, crée. Et vraiment, hésite pas et vas-y sans retenue. Parce que c'est le truc que tu peux le plus regretter à travers le temps, c'est de pas avoir fait et de pas y être allé assez tôt. Complètement. Eh ben écoute, merci beaucoup. Avec plaisir, Kylian, je te remercie pour l'invitation. Plaisir. Écoute, plaisir partagé. Puis c'était un épisode vraiment qui était full valeur, donc en plus c'est parfait. T'as donné plein de conseils ultra importants qui je pense va aider pas mal de personnes qui nous écoutent, pour le peu de personnes qui nous écoutent pour l'instant. Mais voilà, et écoute, merci pour tout. Puis, avec grand plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut Kylian. Ce podcast vous a été proposé par Numérec.